Bonjour à toutes et à tous. Il est 14 heures et nous allons commencer cette visioconférence. Donc, tout d'abord, je me présente. Je suis Déborah Coyo-Abellé, chargée de projet à la Coréade, coordination régionale addiction en Nouvelle-Aquitaine. Et j'anime aujourd'hui en partie ce webinaire et je co-animerai avec Madame Catherine Meyer. Donc, tout d'abord, je souhaite vous rappeler quelques consignes de déroulement de ce webinaire. Tout d'abord, il se déroulera en deux parties. Une première partie de présentation, puis nous ferons une courte pause de 10 minutes et s'ensuit une partie de questions-réponses. Nous utilisons donc le modèle webinaire, comme vous pouvez le voir. Vos micros sont coupés et vous ne pouvez qu'intervenir via le chat qui est représenté par la petite bulle de discussion que vous avez en bas de votre écran. Le chat vous permettra également de poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention. Et donc, mes collègues et moi-même ferons une synthèse de vos questions pendant la pause. Avec Catherine Meyer, par la suite, nous poserons les questions aux intervenants et lors de la dernière partie, cette dernière partie qui nous mènera vers 16 heures. Plusieurs d'entre vous ont d'ores et déjà posé quelques questions lors de leur inscription. Donc, il se peut que certaines de vos questions obtiendront leur réponse dans les propos des intervenants, mais n'hésitez pas de reposer celle-ci dans le chat pour être sûr qu'on la pose lors de la session de questions-réponses. Pour information également, le webinaire est enregistré et la vidéo sera mise en ligne sur le site de la Coréade dans la rubrique replay où elle sera visible à tout moment. Un questionnaire d'évaluation également apparaîtra lors de la pause ainsi qu'un petit questionnaire de recueil pour le prochain webinaire. Je vous remercie déjà pour les différentes réponses que vous allez nous donner. Et si vous souhaitez rester informé sur l'ensemble de nos formations et nos actualités, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur notre newsletter. Et vous trouverez également dans le chat le formulaire d'adhésion à la Coréade si vous le souhaitez nous soutenir. L'adhésion est à titre individuel et elle est d'une cotisation de 10 € annuels. Et enfin, pour autre information, le prochain webinaire de la Coréade sera sur l'anorexie et la boulimie à l'adolescence et sera intervenu par Florence Seigne-Bosse, psychologue et psychothérapeute, et Céline Chauvel, patiente experte, partenaire professionnel. Et ce sera le jeudi 1er juin de 14 h à 16 h. Je vous laisse la parole, Madame Meyer, pour présenter les intervenants. Bonjour à tous. Je remercie d'abord la Coréade de m'avoir proposé cette co-animation et j'ai l'immense plaisir de retrouver mes collègues. Tout d'abord, Gérard Peffer qui va aborder tabac, cannabis et sexualité. Donc, Gérard Peffer est médecin pneumologue, tabacologue. Il est praticien, ex-praticien du centre hospitalier régional de Metz, donc à l'autre bout de notre Nouvelle-Aquitaine. Donc, je lui fais confiance, on aura un topo très clair, très précis et vraiment très bien présenté. Et ensuite, on aura la chance d'avoir aussi Sébastien Fleury, plus proche puisqu'il est de Toulouse. Et Sébastien Fleury est sage-femme, il est tabacologue, il est coordinateur tabacologue, il est chef de projet de lieux sans tabac au CHU de Toulouse. Voilà, donc il est très motivé par la tabacologie et lui va aborder le côté féminin du tabagisme, tabac, cannabis. Voilà, donc ça se complète bien et donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pour tout à l'heure. Et je vais laisser la parole à Gérard tout d'abord et ensuite Sébastien enchaînera.
Vous pouvez partager votre écran, Dr Pfeiffer. Bien, bonjour à toutes et tous. Moi aussi, j'associe aux paroles de Cathy les remerciements pour cette invitation à venir discuter d'un sujet que nous avons déjà traité à Dijon, et c'est ce qui avait apparemment intéressé les représentants de la Coréade qui nous avaient entendus. Dijon, c'était le congrès francophone de tabacologie. J'en profite pour inviter toutes celles et ceux qui sont intéressés d'aller consulter le site de la Société francophone de tabacologie avec son nouveau congrès qui aura lieu au mois de novembre. Et cette fois-ci, c'est à Issy-les-Moulineaux, avec un programme très, très varié, qui, je pense, peut intéresser beaucoup de monde. Alors, j'ai vu qu'il y avait en fait trois parties dans ce webinaire. Donc, je vais parler un peu de l'homme, ensuite Sébastien va parler de la femme, et je me suis dit, la troisième partie, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les questions. Ce qu'on pouvait imaginer entre un homme et une femme, pas mal d'autres possibilités. J'en profite pour remercier Cathy Meyer. Je suis très content qu'elle soit avec nous aujourd'hui pour modérer et aussi répondre à pas mal de questions. Elle connaît très très bien ce sujet puisque c'est elle qui a initié en fait ce programme déjà il y a plus d'un an. Je crois qu'on avait traité ça aussi au congrès de Biarritz un petit peu différemment, le congrès ATHS qui a lieu cette année également, je crois, tous les 2 ans. Donc c'est un sujet qui nous maintient en haleine depuis déjà un petit moment. Je remercie également Roger Moyou-Mogo, qui est un angéologue, qui va donner des infos sur le retentissement dans la dysfonction érectile. Je remercie mes compères de tabacologie, Jean Perriot de Clermont-Ferrand, Michel Aderner de Poitiers, avec lesquels je travaille souvent. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie du tabac, l'industrie du cannabis ou la e-cigarette. Alors, si vous voulez, on va rentrer dans le vif du sujet. Et j'ai choisi donc de parler d'abord du tabac et sexualité chez l'homme, et ensuite de parler du cannabis et sexualité chez l'homme. Alors, cette première partie a pour but de montrer qu'en fait, l'image dans le véhicule qui est par exemple le cinéma est une image extrêmement positive du tabagisme vis-à-vis de la sexualité. En fait, on va voir dans les trois parties que j'ai subdivisées, il y a en fait plus d'impact négatif. Excusez-moi, Dr Pfeiffer, Pardon. est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous rapprocher de votre micro? Oui. Vous êtes un petit peu plus éloigné que pendant les essais et on vous entend mal. Et c'est mieux là? Oh, beaucoup mieux. Merci beaucoup. Pas de problème. Donc, trois parties. Une partie sur la dysfonction érectile ou impuissance, une partie sur les effets du tabac sur la libido et une partie sur les effets du tabac sur la fertilité. Commençons par la dysfonction érectile. C'est une question qui est très fréquente et dont on voit la majoration avec l'âge. Comme vous le voyez sur le graphique de droite, on a une augmentation progressive à partir de la décennie autour de 50 ans, avec des formes le plus souvent modérées, mais également en dessous, vous voyez, des formes sévères qui deviennent vraiment très importantes à partir de 60-69 ans et plus tard. C'est une question qui a vu une évolution des idées au fur et à mesure du temps. Et dans les années 70, on a eu la prothèse implantable et puis la chirurgie. Dans les années 80, les injections intracaverneuses qui sont liées aux travaux d'un neurologue français, Virag. Et puis en 98 est apparue la fameuse pilule bleue
le sildenafil fait partie des médicaments inhibiteurs de la phosphodiestérase 5, bien connus. Alors, les étiologies de la dysfonction érectile sont évidemment très larges. Il y a des causes organiques, il y a des causes psychologiques, il y a souvent des causes mixtes. Je voulais juste rappeler qu'il y avait également des causes iatrogènes, avec la prise de certains médicaments comme certains antihypertenseurs. Il y a évidemment des causes sexologiques, il y a des causes neurologiques ou neuropsychiatriques suite à des accidents vasculaires cérébraux. Il y a de rares causes endocrinologiques, et puis il y a toutes les causes locales qui sont liées en fait aux effets iatrogènes des traitements du cancer de la prostate avec la chirurgie et la radiothérapie. Et le tabac dans tout ça, quel va être son effet? Eh bien, la cause est assez claire. Le tabac majore le risque des dysfonctions érectiles. On voit dans toutes les études, avec des autres ratios très variables, que par rapport aux non-fumeurs, les fumeurs, qu'il s'agisse d'études transversales, d'études de cohorte, de méta-analyse, de patients atteints de BPCO, et même le retentissement du tabagisme passif est délétère vis-à-vis de la fonction érectile, avec des taux qui varient de 1 à 4, comme vous le voyez dans ces différentes études. Pourquoi autant de variations? Eh bien, c'est que les études sont très variables en fonction des populations, en fonction des quantités de tabac fumé, et on retient quand même un élément important, c'est l'élément dose dépendant, à savoir que la dysfonction érectile est autour de 12% d'augmentation du risque lorsqu'on fume de 1 à 10 cigarettes, et à l'inverse, lorsqu'il y a plus de 20 cigarettes fumées quotidiennement, ce risque va passer à plus 70%. Bien sûr, le tabac est souvent associé à d'autres facteurs de risque. Et ainsi, comme exemple, on donne classiquement l'association tabac et hypertension. On a une augmentation de la dysfonction érectile de près de 40%. On aurait pu également citer tabac plus diabète. Et globalement, la dysfonction érectile est un marqueur d'une atteinte vasculaire silencieuse. C'est un élément sentinelle. Et lorsqu'il est signalé à un médecin, par exemple, à la quarantaine ou à la cinquantaine, cela doit rendre ce médecin très vigilant vis-à-vis de facteurs de coronaropathie. On voit en effet que la prédiction de coronaropathie augmente le risque de dysfonction érectile et l'inverse, et également la prédiction génétique d'insuffisance cardiaque. De même, il y a des associations avec l'anxiété-dépression, avec dans un groupe de patients atteints de dysfonction érectile, près de 64% qui présentaient des symptômes dépressifs. Et puis, il y a à l'inverse l'apparition d'une dysfonction érectile chez un sujet jeune qui doit, lui, faire rechercher, en dehors du tabac, la consommation d'autres substances illicites. Vous voyez dans cette étude de Capogrosso qu'il y a du cannabis, qu'il y a un peu de cocaïne, un tout petit peu d'héroïne chez ces patients, pas trop ceux de moins de 40 ans, c'est surtout ceux de plus de 40 ans qui consommaient un peu de cocaïne, d'héroïne. Donc, un point important, chez un sujet jeune qui a une dysfonction érectile, pensez à interroger non seulement le tabac, mais aussi toutes les autres substances illicites. Ce qu'on fait d'ailleurs habituellement en addictologie. Alors, quels sont les mécanismes qui pourraient expliquer ce rôle délétère du tabagisme dans la dysfonction érectile? On sait que le tabagisme inhibe la production de hénosynthase, système enzymatique qui est très important pour la production et l'entretien de l'érection. Lorsque cette hénosynthase n'est plus bien synthétisée,
on n'a plus suffisamment de vasodilatation au niveau des corps caverneux et on voit donc apparaître de l'érection. À l'inverse, lorsque la hénosynthèse fonctionne bien, c'est un des facteurs importants du bon maintien de l'érection. Le tabagisme, vous le savez, agit au niveau vasculaire en entraînant une dysfonction endothéliale qui est majeure évidemment au niveau des coronaires et qu'on retrouve également au niveau des artères au niveau du pénis. Il y a un stress oxydatif avec des radicaux libres très importants. Il y a un taux élevé de thiocyanate qui sont libérés par la fumée de tabac. Et tous ces éléments associés aboutissent à une inactivation du héno et de la hénosynthèse. Sur le plan anatomique, on voit chez les fumeurs une diminution du contenu musculaire lisse, une diminution des espaces sinusoïdes au niveau des corps caverneux, une diminution des fibres nerveuses et à l'inverse, une augmentation de la densité de collagène. Alors, sur la droite, vous revoyez l'effet du tabac, vous voyez l'importance du héno, vous voyez la dysfonction endothéliale et en dessous, les facteurs de comorbidité qui sont souvent associés, hypertension, dyslipidémie, syndrome métabolique, avec également la fréquente sédentarité de ces patients. Une question que l'on nous pose chaque fois, c'est « et si on arrête de fumer, est-ce qu'on récupère cette fonction érectile ?» Eh bien, l'effet du sevrage tabagique a été documenté dans quelques études. Chez des jeunes fumeurs, on voit, après sevrage tabagique, une amélioration des tests péniens et une amélioration, une résolution de la dysfonction érectile, sauf pour les très gros fumeurs qui ont déjà atteint plus de 100 paquets années. Donc, vous savez qu'on parle de paquets années, c'est un paquet par jour pendant un an. Donc là, on est à des consommations quand même importantes, de 2 à 3 paquets par jour pendant une vingtaine, une trentaine d'années. Et puis également, la résolution ne se fait pas bien lorsque on a un tabagisme qui est trop ancien. Ça peut être, comme l'a montré Roger Moyou-Mogo, un élément motivationnel, puisque dans une thèse qu'il a fait réaliser, on voit que lorsqu'il y a une dysfonction érectile, c'est un élément motivationnel important pour 8 fumeurs sur 10 d'entreprendre un sevrage. Et ce sevrage, il a pu être déjà réalisé avec des substituts nicotiniques, des patchs, et on voit dans le travail des Arte présenté à droite que lorsque le sevrage est réussi, en fin de traitement, on a environ 50% d'amélioration de l'érection. En revanche, s'il n'y a pas d'échec, s'il y a échec du sevrage, il n'y a aucune amélioration des capacités érectiles. On voit également que pendant la durée du traitement sous substitut nicotinique, on n'a pas véritablement de récupération nette. Il faut donc un petit peu de temps, et peut-être arrêter complètement la nicotine pour voir l'amélioration. Donc la cause est entendue, tabac et dysfonction érectile, rôle délétère très important. Qu'en est-il sur tabac et libido? Eh bien, chez l'homme, la cigarette globalement diminue la libido. On le voit dans ce travail hollandais. Vous voyez qu'il y a, lorsqu'il y a des fumeurs sur les carrés orange, il y a moins d'intérêt pour l'activité sexuelle, moins de plaisir et une anxiété pendant l'acte sexuel avec des odds ratios qui sont de 1,5, 1,75, 1,20. Comment expliquer cet effet de diminution de la libido avec le tabagisme? Une première explication qui est rapportée dans beaucoup d'articles, c'est le rôle des phéromones. Donc, le fait que le fumeur aurait un odorat qui serait fortement altéré
et donc aurait moins de motivation sexuelle par les phéromones, ils ne percevraient plus de la même manière. Il y a eu également des travaux qui ont montré qu'il y avait chez l'adolescent une augmentation des cas d'éjaculation précoce majorée par la consommation de tabac. C'est ce que vous voyez sur le graphique de droite ici. Vous voyez une éjaculation précoce qui peut être liée à la prise de certaines drogues autres. Et puis, vous voyez le rôle du tabac, qui est un rôle important, avec là encore le rôle de la sédentarité. Et plus loin, vous voyez le cannabis qui ne semble pas aussi déterminant, ou l'alcool, que le rôle propre du tabac dans ce cas particulier d'éjaculation précoce. Il y a également une baisse de la sécrétion de testostérone qui pourrait expliquer cette baisse de libido. En effet, chez les fumeurs, et c'est une action qui démarre très haut au niveau du cerveau, au niveau de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique en fin de parcours, qui a été par exemple vérifié dans des modèles animaux exposés, des animaux mâles exposés à la fumée de tabac. On voit que leur taux de testostérone dans deux groupes d'animaux différents est à peu près diminué de 40% par rapport au taux de testostérone contrôle. Et les auteurs indiquent que cette baisse de la testostérone sérique pourrait expliquer en partie, parce que la libido c'est quelque chose, vous le savez bien, de très complexe, expliquer en partie la baisse de libido chez les fumeurs. Dernier élément sur le tabac, c'est le problème de la fertilité chez l'homme. Eh bien, les travaux sont assez concordants pour montrer que les spermatozoïdes chez les gros fumeurs, ils sont moins actifs, ils sont moins rapides, ils sont moins nombreux et ils ont des formes atypiques qui rendent leur accès plus difficile à l'ovule. On voit que ceci est dû à l'effet des toxines et au stress oxydatif du tabac, qui par des mécanismes épigénétiques peuvent modifier l'ADN des spermatozoïdes, entraînant des anomalies embryonnaires post-fécondation. On voit également la présence de substances toxiques du tabac dans le liquide séminal, cotinine, cadmium et des hydrocarbures aromatiques polycycliques. On voit enfin les carences en vitamines, en particulier en acide folique. La question importante, c'est si on arrête de fumer, est-ce qu'on récupère de la fertilité? Bien, il y a deux études qui montrent une certaine réversibilité après sevrage tabagique, là encore à condition que le tabagisme ne soit pas massif et trop ancien. Mais on voit dans cette question de la fertilité, et vous le savez, beaucoup de facteurs confondants. Bien sûr, l'âge, la prise de certains médicaments, le rôle de l'inflammation, de l'obésité, le rôle de l'alimentation pauvre en antioxydants, le rôle des polluants, et en particulier les perturbateurs endocriniens. Donc le tabac est sans doute un des facteurs qui explique la baisse de fertilité actuellement constatée, par exemple, dans la population des hommes français. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur la partie tabac. Et on va maintenant aller vers le cannabis et la sexualité chez l'homme. Dans les facteurs associés aux troubles de la santé sexuelle de l'homme, bien, le rôle du cannabis semble assez important, d'après cette étude de Singh, puisque si on le compare au fait de ne jamais se marier, si on compare le rôle du tabac par rapport au cannabis, le rôle du diabète, le rôle de l'hypertension par rapport à la santé sexuelle, vous voyez que les facteurs de cannabis sont importants. Alors, on va examiner cette question avec, là encore, les trois mêmes sous-items: dysfonction érectile, libido et fertilité. En insistant sur le fait qu'il y a beaucoup moins d'études qu'avec le tabac et que de toute façon, en France, la plupart du temps, le cannabis
se consomme avec le tabac et qu'il y a donc un rôle confondant majeur. Première question, cannabis et dysfonction érectile. Pardon. Il y a plusieurs études qui donnent un effet positif du cannabis vis-à-vis de l'érection. Des études qui proviennent, la première de Californie, sur 325 hommes de 47 ans de moyenne, avec 20% qui présentent une dysfonction érectile. Mais elle est moins souvent retrouvée lorsqu'ils sont consommateurs de cannabis, même 6 fois par semaine, versus pas de consommation. Avec des index que vous voyez ici, le 2IEF5, c'est un index de qualité de l'érection, et une meilleure satisfaction sexuelle. L'étude canadienne de chiffres retrouve également moins de dysfonction érectile chez les consommateurs de cannabis versus les non-consommateurs, et le facteur n'est pas retrouvé lorsqu'on prend tous les autres facteurs associés. L'étude de Barbonetti est plus intéressante parce qu'elle montre que la consommation de 1 à 2 joints par semaine améliorerait les tests de vélocité par les Doppler péniens, et que dès qu'on dépasse 2 joints par semaine, on ne retrouve plus cet effet. Et à côté de ces différentes études d'impact plutôt positif du cannabis sur l'érection, on a une méta-analyse qui est récente et qui est très complète et qui, elle, est plutôt négative, avec, vous le voyez, plus de dysfonction érectile chez les consommateurs de cannabis par rapport à ceux qui n'en consomment pas, et 3 fois plus. Et on retrouve sur les forums, dont on a de plus en plus maintenant des analyses dans des articles scientifiques, comme celui de Shahinian qui vient de sortir, le fait que c'est difficile de maintenir une érection chez les consommateurs de cannabis pour 63%, et c'est même difficile d'arriver à une érection pour les consommateurs de cannabis chez 38%. Alors, on a toujours les mêmes biais dans ces analyses de forum, puisqu'on sait que c'est plutôt ceux qui vont avoir ou des effets très positifs ou des effets très négatifs qui vont signaler leurs résultats. Alors là encore, quel mécanisme peut-on avancer pour expliquer l'effet sur la dysfonction érectile chez les consommateurs de cannabis? Il y a des effets centraux, parce qu'il y a des récepteurs du système endocannabinoïde au niveau de l'hypothalamus qui jouent un rôle dans l'érection et le comportement sexuel de l'homme. Ceci a été bien montré chez des animaux où quand on injecte dans certaines zones du thalamus des antagonistes des récepteurs du cannabis, ça déclenche de l'érection. Là encore, ça passe par la production de NO. Et quand il y a une dysfonction endothéliale, il y a une baisse du NO et donc moins d'érection. Il y a aussi avec le cannabis des récepteurs périphériques qui sont présents au niveau des nerfs des corps caverneux. Et il y a donc un effet antagoniste périphérique du cannabis qui peut également expliquer en partie cette dysfonction érectile. Donc, le message est que si on a une dysfonction érectile chez un consommateur de cannabis, il faut toujours rechercher un syndrome dépressif, parce qu'il y a un triangle où on retrouve dysfonction érectile, trouble des voies urinaires inférieures, hypertrophie de la prostate, dépression, anxiété et consommation de cannabis, et également rechercher éventuellement d'autres substances illicites qui peuvent être consommées. Maintenant, on entre dans un sujet très controversé, c'est cannabis et libido. Chez l'homme, l'effet sur l'acte sexuel, dans beaucoup d'études, est signalé une amélioration de l'excitation sexuelle, une relaxation accrue, une diminution de l'anxiété et du stress sous cannabis. Je vous ai mis 2 études, l'étude de Koff, l'étude de Vibe, où il y a manifestement une augmentation du désir sexuel, même une satisfaction sexuelle globale très augmentée, pour 60% des cas, mais on voit qu'il y en a également
pour 4% une diminution et pour 36%, il n'y a aucune différence. Alors, un des risques qui a été signalé, c'est celui d'une certaine désinhibition, d'où les prises de risque pour des rapports sexuels non protégés qui seraient majorées. C'est signalé dans plusieurs articles. Dans la consommation plus fréquente et régulière, voire excessive de cannabis, la plupart des articles concluent à une diminution de la motivation sexuelle et une diminution de la satisfaction sexuelle. Mais tout ceci est complexe parce que ça varie d'une personne à l'autre, selon la dose, selon la quantité de cannabis, la fréquence d'utilisation. Et je laisse à Sébastien de vous expliquer les variations selon le cannabis utilisé, l'état de santé général, l'environnement et aussi tout le marketing. Beaucoup d'études concluent à, pour certaines personnes, une sorte d'effet placebo qui ferait faire au cannabis ce que la personne aurait envie qu'elle fasse pour sa sexualité. Il faut maintenant dire un mot de cannabis et fertilité chez l'homme. Il y a beaucoup d'études qui montrent une diminution de concentration du sperme en cas de consommation hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire. Il y a des études qui montrent une baisse de la mobilité des spermatozoïdes. Il y a des études qui montrent la diminution de la taille de prostate, là encore si la consommation de cannabis est régulière. Et on voit qu'il y a, comme vous le voyez sur le graphique de droite, une baisse de la consommation, du taux de testostérone. Vous voyez la première barre, ce sont les contrôles. Ensuite, la deuxième, ce sont les consommateurs 5 à 9 joints par semaine. Et puis à droite, plus de 10 par semaine, etc. Et on voit manifestement une baisse chez les gros consommateurs de cannabis qui a été estimée variable dans des études plus récentes et une bonne nouvelle qui serait réversible d'après Gorzalka dans un papier de 2010. Alors, j'ai mis un point d'interrogation, déjà après une semaine de sevrage cannabique. Ça paraît quand même un petit peu court si on estime qu'il y a eu tous ces dégâts déjà constitués antérieurement. Alors là aussi, il y a d'autres explications et on voit dans ce papier toujours de Gorzalka qu'il y a chez l'homme la sécrétion de FSH, de LH, au niveau hypothalamo-hypophysaire. Et on voit que ceci va entraîner pour la FSH un effet sur la formation des spermatozoïdes, pour la LH, le contrôle de la sécrétion de testostérone. Mais vous voyez qu'à partir de l'hypophyse antérieure, antérieur pituitaire, ici au milieu, là, une diminution des hormones hypothalamo-hypophysaires qui entraîne une diminution des sécrétions aboutissant au niveau androgénique à une baisse de l'activité de la formation de testostérone, d'où une spermatogénèse qui est abaissée. Donc, il y a beaucoup d'explications. Vous voyez que ça peut partir quand même des relations avec le système endocannabinoïde cérébral. Alors, il est temps de conclure. Et moi, j'ai une conclusion qui est assez facile. Pour le tabac, dysfonction érectile, pas de question. Elle est nette, elle est présente dans toutes les études avec un effet dose dépendant. Le sevrage tabagique est utile, mais il faut qu'il soit précoce et que le tabagisme n'ait pas été énorme et prolongé. On a vu également les effets sur la libido et la fertilité. Et c'est tout bénéfice d'arrêter le tabac. Pour le cannabis, c'est plus compliqué parce que le tabac est confondant. Pour la dysfonction érectile, c'est semble-t-il confirmé, mais variable selon les doses. Pour la libido et la fertilité, je crois qu'on peut dire que c'est altéré à forte dose, alors qu'à faible dose, ça aura peut-être au niveau de la libido un effet plutôt positif. Ce qui est important, c'est le dernier message que je voulais faire passer,
c'est que dans ce papier de Björling qui est de 2012, seul un quart des fumeurs connaissaient ces effets délétères sur leur sexualité, en particulier de la consommation de tabac. Il y a donc encore beaucoup d'informations à faire passer, malgré les petits paquets de tabac où c'est marqué fumer vous rend impuissant. Tout ceci pour éviter que la vie sexuelle soit réduite ensemble. Je vous remercie de votre attention. Donc c'est bon, vous voyez tous? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis ravi d'être là. Sébastien Fleury, sage-femme tabacologue au CHU de Toulouse. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à mes collègues Cathy et Gérard. Merci Gérard pour cette magnifique présentation qui introduit encore une fois très bien le sujet. Donc, moi, je vais vous parler plutôt du versant féminin. Concernant la consommation de tabac et du cannabis, on va voir les effets sur la libido et la fonction sexuelle féminine. Donc, alors, je déclare juste un lien d'intérêt avec le laboratoire Pierre Fabre qui exige donne des formations. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'industrie du tabac, ni du vaporisateur personnel, ni d'autres industries quelles que ce soit. Alors, déjà, dans ce diaporama-là, on va parler de libido. C'est très important de la définir parce que selon les études, la libido, la définition est très différente. Donc, on va s'attarder au sens précis. Ça vient du latin libido, ça veut juste dire désir. Donc, on pourrait juste résumer ça au désir de faire l'acte sexuel. Mais dans certaines études, ils utilisent autre chose. Ça a été d'abord une métaphore utilisée par Sigmund Freud pour désigner ce qu'on appelait les pulsions sexuelles juste à l'époque. Et en fait, au total, c'est une énergie psychique vitale qui a sa source dans la sexualité au sens très large. Donc, il y a énormément de facteurs qui jouent dedans. Ça inclut la génitalité, mais aussi l'amour en général. L'amour de soi, des autres, des objets, des idées. Donc, en fait, globalement, ce qu'on va considérer, c'est que c'est une impulsion naturelle vers l'activité sexuelle. Donc, une énergie qui pousse à la recherche de plaisir sexuel. C'est tout un ensemble de facteurs. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup à considérer. Alors, si on parle des études spécifiques sur les effets du tabac chez la femme, il y en a beaucoup moins que d'études sur les troubles de l'érection chez l'homme, parce que je ne sais pas pourquoi, il y a moins de gens qui s'intéressent à cet effet-là, et encore moins sur la libido de la femme. Et en fait, la plupart des études que j'ai retrouvées, elles ne démontrent pas de lien entre le tabagisme et les difficultés sexuelles de la femme. Il y en a beaucoup. Dans celles qu'on va trouver comme études, il y a principalement des études qui sont liées aux effets des styles de vie malsains et pas seulement du tabagisme. Ça inclut la consommation d'alcool aussi, de cannabis, ou l'absence d'activité physique, l'obésité ou d'autres styles de vie malsains. Alors, l'étude danoise que vous a présentée tout à l'heure Gérard, je l'ai reprise aussi, sur 2979 femmes, montre, elle, par contre, un lien significatif entre tabagisme et inactivité sexuelle de la femme. Donc, ça veut dire que plus elles fument, moins elles ont du sexe. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elles ont moins envie? Est-ce que c'est parce que leur conjoint fume? Ce n'est pas retrouvé chez les hommes, ça, mais il n'y a pas de lien spécifique, par contre, entre le tabac et tout ce qui est dyspareunie. Donc une douleur de la femme à l'activité sexuelle, l'absence d'orgasme ou l'insuffisance de lubrification vaginale, ni même de vaginite. Parallèlement à ça, une autre étude de l'autre côté de l'Europe, au niveau du Portugal, qui inclut 145 femmes sur un questionnaire, arbore fièrement comme titre « Le tabac n'est pas lié à une dysfonction sexuelle chez la femme ». Mais je voulais marquer là parce que pour eux, la libido de la femme, c'est juste la fréquence d'introduction d'un pénis dans leur vagin. Donc en fait, en fonction si vous fumez ou pas, vous avez le même nombre de pénis dans vos vagins. Voilà, et c'est ça qui est résumé dans cette étude-là. Au total, en fait, si on fait le ratio entre toutes les études, il semblerait qu'il y ait une relation entre tabagisme et libido, mais qui soit liée à plusieurs facteurs, avec une libido qui serait augmentée si la femme fume peu, mais une libido qui est fortement diminuée si le tabagisme est important, avec un effet qui est nicotinodépendant. Si vous regardez cette
cette autre étude australienne sur 8816 femmes. C'est un petit peu l'étude australienne qui se rapproche de notre baromètre santé chez nous. Vous voyez que dans la population qui est étudiée, on va rechercher au niveau chez les hommes et chez les femmes les difficultés sexuelles, le manque d'intérêt dans l'acte sexuel, impossibilité d'arriver à l'orgasme, impossibilité d'arriver à l'orgasme rapidement. Donc, vous voyez qu'il y a en bas, il y a les fumeurs, les non-fumeurs, et on différencie ceux qui fument moins de 20 cigarettes et plus de 20 cigarettes par jour. Donc, est-ce qu'elle nous dit, cette étude, que si vous fumez moins de 20 cigarettes par jour, eh bien, vous avez, comme disait Gérard tout à l'heure, moins d'intérêt à avoir le sexe et moins d'intérêt et vous arrivez moins facilement à arriver à un orgasme. Et ça, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc, en fait, les effets du tabagisme sur la libido, ils sont bien connus maintenant. Les cigarettiers, ils ont toujours essayé de nous marteler comme message que la cigarette, c'était lié au glamour, à la séduction féminine, mais en fait, la cigarette, c'est vraiment un frein à la séduction. Et ça, il n'y a pas besoin d'être tabacologue pour s'en rendre compte. Quand on fume, on a une halitose, une mauvaise haleine, on a les dents jaunes, c'est pas très glamour. On a des troubles des gencives avec des dents qui se déchaussent, des parodontites. On a des quintes de toux qui peuvent altérer l'acte en lui-même, mais aussi le désir. Les troubles d'érection, on en a parlé tout à l'heure. Une femme qui est devant, le partenaire de l'homme qui a moins de désir, il a forcément moins de désir si en face de soi, on ne voit pas d'excitation, quoi. Donc ça, c'est un effet indirect sur la libido, tout comme la dépression, l'anxiété, les troubles de l'humeur. Et puis, il y a aussi l'effet anti-oestrogène de la cigarette, des composés aromatiques polycycliques, la virilisation. Et puis, les femmes qui fument, elles ont moins d'activité physique. Donc, l'activité physique est liée à la libido, à l'augmentation du désir. Et les fumeurs ont des difficultés respiratoires aussi qui impactent l'acte sexuel en lui-même. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette pub il y a quelques années. Vous voyez un couple de personnes âgées qui disaient de leurs voisins qui font du bruit, je préférais quand ils fumaient, ça durait moins longtemps. C'est exactement ça. Au niveau de la sécheresse vaginale, donc ça c'est bien connu, qui est altérée, la lubrification vaginale est altérée par le tabac. En fait, quand il y a une excitation sexuelle, on note une augmentation du flux sanguin au niveau génital chez la femme. Et il y a un phénomène qui s'appelle donc la transsudation, qui est le fluide des vaisseaux qui s'écoule à travers les parois du vagin, et ça va servir de lubrifiant. Il y a aussi, parallèlement à ça, outre le vagin, la lubrification de l'orifice par les glandes de Bartholin, qui est aussi œstrogénodépendante. Donc, la diminution globale de la lubrification vaginale, elle est par effet vasoconstricteur, principalement de la nicotine, du monoxyde de carbone et des radicaux libres, et d'un dysfonctionnement endothélial. Donc, tout ça pour vous dire qu'un trouble de la libido, si ce n'est pas lié au tabagisme, ça peut être lié aussi à un problème cardiovasculaire, tout comme chez l'homme. Et chez les femmes qui consultent pour une sécheresse vaginale, qui ne sont pas fumeuses, qui n'ont pas de facteur de risque, on ne pense pas assez souvent à une maladie cardiovasculaire, à essayer de dépister ça. Fumer, ça tue aussi, pas seulement la libido, mais la flore vaginale. Alors, la flore vaginale, et c'est un effet qui est dose dépendant. Si vous fumez plus de 30 cigarettes par semaine, vous avez un risque de déséquilibre de la flore vaginale qui est multiplié par 3. Comment ça marche? En fait, vous avez une diminution de la prolifération des cellules vaginales qui est liée à la cigarette, avec un déficit en glycogène qui va servir de carburant au lactobacille, et du coup, il y a moins de lactobacille, et on a ce qu'on appelle une dysbiose, un déséquilibre du microbiote. Ça peut être résolu au bout de 3 mois après l'arrêt du tabac, si on a des mesures hygiéno-diététiques, si on prend des probiotiques, et si on a une hygiène adéquate. Donc la possibilité de traitement par prise de probiotiques intravaginaux est possible. Et bien sûr, cet effet-là, délétère, il est amplifié si la femme elle prend des antibiotiques, si elle a un excès d'hygiène, c'est-à-dire si elle fait des douches vaginales, et aussi pendant la grossesse à cause de la modification du pH lié aux hormones de la grossesse. Un mot sur la fertilité, parce qu'on a eu ça comme question.
Le tabagisme féminin, en fait, ça enlève 10 à 40% de chances globalement de conception par cycle. Le mécanisme, c'est une hypoxie tissulaire ovarienne, tubaire, c'est-à-dire il y a moins d'oxygène à cause du monoxyde de carbone. Il y a des perturbations endocriniennes avec l'action anti-œstrogène de la cigarette et une réduction de la motilité tubaire, c'est-à-dire que les cils des trompes de Fallope sont un peu sidérés à chaque shoot de nicotine. Ça, c'est lié souvent au shoot de nicotine. Ça provoque des grossesses extra-utérines puisque l'œuf ne va pas atteindre l'endomètre. C'est aussi dose dépendant et c'est lié à l'importance du tabagisme de la maman, la future maman, et à l'âge des parents. C'est lié à l'âge aussi. Donc la fonction ovarienne aussi, elle est altérée. Les ovocytes sont moins viables. La division embryonnaire aussi est altérée, elle est modifiée. En fait, toutes les étapes de l'embryogénèse sont modifiées par le tabagisme. C'est la première cause toxique qui affecte la reproduction. Et c'est pour ça qu'en parcours de PMA, la première chose qu'on demande aux femmes, c'est d'arrêter de fumer quand elles sont fumeuses. Vous voyez sur ce tableau, au niveau des résultats en fécondation in vitro, l'âge moyen des fumeuses, c'est le même. Le nombre d'embryons implantés, c'est le même. Mais le taux d'implantation chez les fumeuses, il n'est que de 6,7%, alors que chez les non-fumeuses, il est à 16,4%. Et vous voyez que chez les ex-fumeuses, on est pratiquement au même chiffre que les non-fumeuses. Donc, il y a un bénéfice certain à arrêter de fumer. Donc, cette fertilité, elle revient quand on arrête de fumer. Un mot aussi sur la contraception et du tabagisme féminin. Donc, vous savez peut-être qu'à l'heure actuelle, les 50% des femmes qui sont sous traitement contraceptif oral en France, les femmes en âge de procréer. Et en ce qui concerne la contraception œstroprogestative, c'est-à-dire œstrogène plus progestérone, c'est une contre-indication qui est absolue d'après les recommandations si la femme fume plus de 15 cigarettes par jour et si elle a plus de 35 ans. Puis après, c'est relatif si elle fume moins de 15 cigarettes par jour. Mais en tout cas, ce n'est pas conseillé. Cigarettes plus œstrogène, ça donne des troubles vasculaires. Donc, on a un risque accru de thrombose veineuse qui est multiplié par 10 si on fume et on prend la contraception. Moi, je remercie Daniel Thomas pour ces diaporamas qu'il nous a prêtés généreusement. Merci Cathy de me les avoir envoyés. Et le risque cardiovasculaire est multiplié par 3 à 5 et fois 20 s'il y a plus de 15 cigarettes par jour. Vous voyez que c'est très, très lié. Le risque d'infarctus est multiplié à 1,7 à 4 en fonction de l'intensité du tabagisme. Et on retrouve aussi ces effets-là dans le tabagisme passif. Le risque cardiovasculaire augmente avec la consommation et avec l'âge. Mais alors, je vous dis ça, mais il ne faut pas se tromper d'ennemi. Une femme qui fume, la priorité, ce n'est pas de faire changer de pilule, ce n'est pas la pilule le problème, c'est le tabac. Il faut juste qu'elle arrête de fumer et très très vite, elle peut reprendre des œstroprogestatifs si ça lui va mieux. C'est le tabac l'ennemi, ce n'est pas la pilule. Vous voyez que les risques, ils sont à 3 composants par rapport au tabac. Il y a la contraception, le tabagisme et l'âge. Chez les non-fumeuses versus les fumeuses à droite, vous voyez que le risque il augmente fortement avec l'âge. Et c'est vraiment l'impact qui est dominant du tabagisme. Ça veut dire que c'est le tabac qu'il faut arrêter. Après avoir vu tout ça au niveau du tabac, on va passer au cannabis, comme tout à l'heure, et plus particulièrement des effets sur la libido et la sexualité de la femme en général. Donc moi, j'ai voulu faire une approche un petit peu plus sociale, en commençant par chercher qu'est-ce que les utilisateurs et les utilisatrices recherchent dans l'acte sexuel avec cannabis. Donc, si vous cherchez un peu sur les réseaux sociaux, là, il y a un psychologue américain qui s'est intéressé à ça, qui a posé des questions sur son blog, sur le marijuana, sur la consommation de marijuana et d'activités sexuelles. Et principalement, les gens ils cherchent un usage récréatif pour décupler le plaisir ou augmenter le désir. Donc, on est vraiment dans le vif du sujet. Et on leur posait la question, est-ce que ça augmente, ça diminue votre plaisir? Alors, ça dépend. Donc, 67% des gens, ils disent qu'ils ont des sensations augmentées. C'est quoi les verbatims qu'on retrouve? C'est, par exemple, je ne fume pas fréquemment, mais quand j'ai fumé, j'ai eu des relations sexuelles, c'était le sexe le plus incroyable de ma vie. Donc, il y a une expérience qui est très satisfaisante pour ces femmes-là.
Marijuana, ça m'engloutit dans une mousse sexuelle. Vous voyez les représentations. Je deviens du sexe pur et ce n'est pas comparable avec l'alcool. Après avoir fumé, je peux sentir mes mamelons se durcir. Vous voyez, toutes les zones érogènes sont touchées. Parallèlement à ça, vous avez 12% qui vont dire que ça détruit le sexe complètement. Voilà. Et les verbatims qu'on retrouve, c'est 100% un effet terrible sur notre vie sexuelle de notre couple. Ça a été un énorme tueur de libido pour notre relation. Ils sont même séparés pour ça. Et comme j'ai continué à utiliser la marijuana, ça fait 5 ans, ça inhibe de plus en plus le sexe pour moi. Donc, vous voyez un effet qui est dose dépendant avec le temps. Et 20% des gens, ils vont dire que ça dépend. Et donc là, je suis en train de me rendre compte que les couleurs de mon camembert à côté ne correspondent pas aux couleurs que j'ai mises. Mais ce n'est pas très grave, vous avez compris. Les effets de la marijuana sont fortement liés à la façon dont une personne se sent avant de fumer. C'est ça qui est important de savoir, c'est pourquoi est-ce que ça dépend des personnes. On a cherché à comprendre pourquoi. Donc, si je suis de mauvaise humeur, donc vous voyez, il y a l'humeur. Si je me referme sur moi-même, si mon homme et moi avons passé une bonne soirée, c'est définitivement ce qu'il y a de mieux. Voilà, vous voyez, c'est multifactoriel. Et puis, contrairement à la croyance populaire, tous les plants ne se ressemblent pas. Là, ça commence à devenir intéressant. Certaines herbes vous donnent envie d'être très sexuel et d'autres plus introverties, plus réservées. Donc, vous voyez, il y a cette histoire d'origine du cannabis. Et on retrouve dans plusieurs verbatims une différenciation entre le cannabis indica et le cannabis sativa pour retrouver du plaisir dans l'activité sexuelle pour augmenter la libido. Alors, qu'est-ce que c'est est-ce qu'on retrouve ces mêmes résultats dans les études? Ben oui, parce que on retrouve à peu près les mêmes verbatims, ça dépend. Voilà. Vous voyez que dans cette étude-là, le cannabis, ça augmente la sensibilité, intensifie l'expérience, ça peut augmenter la satisfaction, et puis ça peut interférer aussi en bas dans le plaisir sexuel. Donc, dans cette étude-là de 2019, on retrouve la même chose. Alors, d'où est-ce que ça vient? Quels sont justement ces plants de cannabis qui ont des effets différents? Vous avez d'un côté le cannabis indica, le cannabis sativa. Donc, vous voyez, c'est deux feuilles différentes. Le cannabis indica, il vient plutôt du Pakistan et de l'Asie, alors que le sativa, on va plutôt le retrouver en Amérique du Sud. C'est celui qu'on retrouve le plus en France et aux États-Unis. Le cannabis indica, il est plus dosé en CBD et moins en THC. Il a un impact qui est plus physique, de détente musculaire, de relaxation, d'aide au sommeil, ça soulage le stress et l'anxiété, ça soulage les douleurs et l'inflammation. C'est plus ce cannabis-là qu'on va retrouver chez les gens qui veulent être stone, comme on dit, qui veulent planer. Et c'est un petit peu les mêmes arguments qu'on a pour les vendeurs de CBD. Alors que le cannabis sativa, lui, il est plus chargé en THC et moins chargé en CBD. Il a un impact cérébral, ça augmente la concentration, la créativité, ça augmente l'énergie, le bien-être, ça booste. Et contre la dépression, c'est très euphorisant et ça réduit les nausées. C'est vraiment un cannabis qu'on va fumer, ce que les artistes vont fumer quand ils vont faire des tableaux, quand ils recherchent d'avoir une activité cérébrale accrue. Et c'est du coup ce cannabis-là qui serait un peu plus... disons que dans les études, les hommes ils vont plus fumer du sativa, alors que les femmes elles ont besoin de se détendre, elles vont fumer de l'indica pour avoir ce plaisir-là. Là, si vous regardez dans cette revue de la littérature de 2020, vous voyez qu'il y a tout et son contraire. Une étude de 1972 sur 200 participants nous dit que le plaisir sexuel est vraiment accru en cas de consommation de cannabis, et beaucoup plus chez la femme à 50% que chez l'homme. En 1974, la même chose. En 2003 aussi, ça augmente le désir sexuel chez 50% des participants à cette étude-là. Et puis, on a aussi on retrouve l'effet, ça dépend, l'effet normand, on va dire, peut-être bac oui, peut-être bac non. Ça apparaît dose dépendance. 71% des femmes qui participaient à cette étude de 74, elles disent qu'elles ont
une motivation sexuelle accrue après un joint, mais ça décroît après plusieurs joints et ça diminue complètement en dessous de 50% au-delà de 4 joints. Donc, c'est dose dépendant. C'est reporté aussi en 1976 dans l'étude de Chopra et Jandu. Et vous voyez que dès 2004, on commence à avoir des études qui disent le contraire. Donc, en 2004, dans l'étude de Johnson, sur 3000 femmes et hommes, 60% de femmes, ils disent c'est de façon dithyrambique que ça diminue le désir complètement. Alors qu'en 2019, on a encore une augmentation des conduites sexuelles qui sont reportées par la majorité des femmes. Deux fois plus de satisfaction quand on a un usage fréquent de marijuana. C'est relié à la consommation, à la dose consommée. Alors, sur la satisfaction sexuelle, Gérard m'a fait parvenir une étude très intéressante aussi qui est sortie au mois de janvier. Et je suis très content de vous la montrer parce que je la trouve intéressante de vous la montrer. Sur 800 participants qui ont été retenus, 65% de femmes, donc on est à peu près dans les mêmes odds ratios, dans les mêmes taux de participation que les autres études, 25% de personnes LGBTQIA+. C'est une enquête qui s'intéresse uniquement au terme marijuana, donc qui ne va pas demander aux participants quel type de cannabis ils vont fumer. Et on mesure les effets sur les 4 phases de l'acte sexuel, donc le désir, l'excitation, l'orgasme et la résolution. Ben, cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit globalement, vous avez 72% des cas, une augmentation du goût et du toucher reportée par les participants, alors que l'odorat est diminué quand on fume, ce que Gérard vous a dit tout à l'heure. Donc, on a moins d'odorat, mais on a plus de goût et de toucher avec le cannabis. Et ça participe à l'augmentation légère ou significative de l'intensité du désir et de l'orgasme. Il n'y a pas de différence chez l'homme et chez la femme dans cette étude-là. 62% aussi des participants disent qu'ils ont une augmentation du plaisir pendant la masturbation, ou qu'ils ont un plaisir sexuel décuplé pendant la masturbation s'ils fument du cannabis. Les femmes, elles déclarent une capacité accrue à avoir plus d'un orgasme par rapport sexuel. Donc ça, c'est une grande satisfaction pour elles. Globalement, la satisfaction est accrue chez les deux sexes dans cette étude-là. Et comme je vous disais tout à l'heure, les femmes sont plus sensibles à la relaxation apportée par le cannabis, le CBD, et on note une augmentation du désir et de la capacité à atteindre l'orgasme. Donc les femmes, relaxation, les hommes, excitation. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure sur la fonction sexuelle féminine, en fait, pour le cannabis? En fait, il apparaît qu'il y a un effet dose dépendant du cannabis sur la libido des femmes. Ça dépend aussi des plants utilisés, des doses de THC, CBD, qui sont les deux principaux endocannabinoïdes, mais aussi la fréquence d'utilisation, parce qu'il y a peut-être un phénomène d'accoutumance. Plusieurs hypothèses sont possibles. Est-ce que c'est lié à une désinhibition du désir? Est-ce qu'on se sent plus libre, plus désinhibé? Est-ce que ça soulage une anxiété qui nous empêche d'avoir du désir? Et puis, il y a un biais aussi sur toutes les études qu'on retrouve, c'est que ce n'est pas des études où on va étudier quelqu'un, le filmer pendant qu'il fait l'acte sexuel sous cannabis. C'est des questionnaires qui font appel à la mémoire. Donc, les participants, ils déclarent un petit peu ce qu'ils veulent, quoi. Et souvent, les hommes, dans ces questionnaires-là, ils ne vont pas vous dire qu'ils ont des troubles de l'érection parce que ça atteint leur fierté, tout ça. Ça, c'est un biais qui est souvent soulevé dans ces études-là. Et les sources de désir, elles sont multifactorielles. Il n'y a pas que le cannabis et le tabac, comme on a dit tout à l'heure. On peut aussi se poser la question du rôle des hormones et des neurotransmetteurs qui sont altérés par le tabac et le cannabis. À quelle dose, à quel moment, qu'est-ce qu'on peut avoir comme mesure objective? Mais tout ça, ça nous intéresse fortement et ça permettrait de poursuivre des recherches pour mieux comprendre un petit peu toute cette multitude de liens qu'il y a entre le système endocannabinoïde qui est très complexe et les fonctions sexuelles pour à visée thérapeutique. Parce qu'on n'a pas de Viagra pour la femme. Alors, le cannabis et la fréquence des rapports. Un petit mot sur la fréquence des rapports. L'utilisation du cannabis est globalement associée à une augmentation de la fréquence des rapports sexuels, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Ça augmente aussi les conduites à risque, la multiplicité des partenaires sexuels chez les adolescents, surtout si c'est combiné à l'alcool.
Hein. L'alcool, c'est vraiment quelque chose de prégnant chez les jeunes. L'alcool augmente en plus la fréquence des rapports non protégés. Donc, alcool plus cannabis, MST grossesse précoce et comportement sexuel à risque. Ça augmente le cannabis, la fréquence et la précocité donc, des conduites sexuelles à risque globalement. Vous voyez sur ce tableau, chez les femmes en bas, 1,07. Chez les jeunes filles, Michel Delcroix nous montrait ce tableau sur la précocité des rapports sexuels. Le risque relatif, il n'est que de 1,9, il est presque de 2 s'il y a une expérimentation du cannabis, donc 2 fois plus de risque, alors qu'il monte à plus de 3 en cas de tabagisme quotidien et d'ivresse ou plus. Donc, ce n'est pas le cannabis le facteur le plus fort de rapports sexuels précoces. Au niveau des possibilités qu'on pourrait qualifier de thérapeutiques chez la femme, pour conclure, on peut noter que dans le système endocannabinoïde, il y a les récepteurs CB1 qui sont en grande quantité dans l'utérus. Donc, la consommation de cannabis peut améliorer des douleurs pelviennes chroniques, donc les fibromyalgies, tout ce qui est endométriose, les troubles musculo-squelettiques, les cystites, les vulvodynies. Il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles prennent du cannabis en cas d'endométriose. Et l'amélioration des symptômes qui sont liés à ces douleurs, que ce soit les crampes, les spasmes ou tout ce qui est lié après au niveau psychique, l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, la libido et l'irritabilité, tout ça, c'est amélioré par la consommation de cannabis. Donc, il y a un effet indirect, en fait, sur la libido par traitement du symptôme qui la diminue. Voilà. Donc, j'ai terminé. Je pense qu'on est à l'heure, c'est bon? Oui, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, on va passer bientôt aux questions. Merci, Monsieur Fleury et Dr Pfeiffer pour vos présentations. Donc, je propose aux participants d'avoir une pause, disons, de 10 minutes. On se retrouve vers 15h13, 15h15. Durant la pause, je vais vous diffuser un petit sondage. Donc, si vous pouviez bien y répondre, ce serait super. Je propose de reprendre la deuxième partie avec les questions-réponses. Nous avons eu plusieurs questions lors des inscriptions. Je propose qu'on pose ces questions. Est-ce que Catherine, vous souhaitez intervenir? On va redémarrer. Ah, c'est bon. Oui, voilà. Donc, je peux parler. Il y avait une question sur l'alcool et chez les jeunes et sexualité, je suppose. Donc là, ce n'était pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui de l'alcool. Néanmoins, c'est vrai que chez les jeunes, c'est tabac, alcool, cannabis. Ce sont les 3 produits qui sont souvent consommés ensemble. Juste ce que je peux dire, c'est que le premier rapport sexuel, selon pas mal d'études, intervient la même année que le démarrage du cannabis. Et le premier rapport sexuel, majoritairement, intervient sous l'effet de l'alcool aussi. Donc, on a des premières relations sexuelles qui sont souvent non protégées. Donc, c'était juste pour dire quelques mots sur les études chez les jeunes que j'avais pu relever. En ce qui concerne après, je ne sais pas si Sébastien et Gérard veulent rajouter quelque chose sur les jeunes. Non? Non, bon. non. Voilà. Très bien parlé. Je ne sais pas. En tout cas, au niveau contraception, ce qu'on entend souvent en consultation, mais ce n'est pas un problème parce que moi, je prends la pilule de la fumeuse. Ouais, comme s'il y avait une pilule pour les fumeuses. Voilà, donc j'insiste un peu sur les propos de Sébastien pour dire que c'est vraiment le moment idéal pour motiver déjà les jeunes à arrêter de fumer dès qu'elles ont une contraception. Ça va être efficace et intéressant parce que plus on arrête jeune, mieux c'est pour sa santé.
Et en arrêtant, en prenant sa contraception, on a un éventail de contraception possible. Et quand une grossesse sera prévue, elles seront déjà en arrêt, donc on n'aura pas tous les risques de la grossesse, la pression pour arrêter quand la grossesse est déjà là, avec les difficultés qu'on a supplémentaires d'arrêt pendant la grossesse. Donc c'est un plus pour les femmes de les motiver dès la contraception. Et c'est vrai que Daniel Thomas nous a passé des diapos très intéressantes qu'il a réalisées, parce que dans les recommandations pour la prescription de pilules, eh bien, on autorise un certain nombre de cigarettes en association avec la pilule, moins de 15, plus de 15. Or, on sait qu'il y a des phénomènes d'autotitration et que du coup, ces chiffres, eh bien, ça veut dire qu'on ne connaît pas le tabagisme quand on dit en fonction du nombre de cigarettes, parce que certaines baissent le nombre de cigarettes par souci d'économie déjà, et peuvent avoir des doses très élevées de produits toxiques liés au tabac. Et ce qu'il montrait, c'était hors tabac, il montrait que prendre pilule et âge, on augmentait le risque cardiovasculaire et le risque aussi de morbidité et de mortalité, et bien que le risque de fumer sans pilule était déjà bien plus élevé que ce risque de contraception après 35 ans sans fumer. Donc, le fait de fumer, c'est vraiment un facteur très important sur le risque cardiovasculaire chez les femmes. Et en plus, le problème, c'est que les problèmes cardiovasculaires sont très mal dépistés chez les femmes. Souvent, on prend ça pour une dépression, un mal-être, et on on prend pas assez en compte les facteurs de risque cardiovasculaire chez les femmes, et du coup, il y a un retard de prise en charge, de diagnostic, de prise en charge, et du coup, un impact négatif sur la santé des femmes. Donc, la contraception, c'est vraiment un moment très, très motivant, et il faut insister pour les femmes. Parce qu'en plus, c'est un moment où on les voit, donc on les suit, et donc on peut reposer la question très régulièrement. Une question a été également posée lors des inscriptions. Est-ce toujours un sujet tabou et comment l'aborder lors d'un entretien avec une personne consommant du cannabis? Sujet tabou. Quel est le sujet tabou? Est-ce que c'est la dysfonction érectile? Alors, Sur la sexualité. sur la sexualité de manière générale. Vas-y, Gérard, je t'écoute. Non, mais je pense que la question, c'est, en psychologie, on a l'habitude d'aborder beaucoup de sujets. J'utilise plutôt la technique demander, ensuite partager. Et donc, je dis, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on parle de tel sujet? Et donc, par exemple, on va peut-être pas aborder le sujet sexualité tout de suite en premier, mais on va l'aborder dans la discussion. Et ça arrive naturellement, il n'y a pas de problème. Donc, moi ce n'est pas un problème, simplement je demande l'autorisation d'aborder la question. Voilà. Après, si les gens ne veulent pas en parler, bon, ben, le sujet se clôt, mais en général, s'il y a des difficultés, ça va faire partie de l'ensemble de la discussion. Voilà. Ok. Sébastien, tu veux rajouter quelque chose? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un sujet qui est, dans ma pratique à moi, c'est de moins en moins tabou. De toute façon, les gens, ils en parlent de plus en plus facilement. Après, c'est très variable en fonction du bagage culturel de la personne que vous avez en face, et surtout de l'intervenant qu'elle a en face. Il y a des femmes enceintes qui vont en parler plus peut-être facilement à une sage-femme qui est femme, ou si on vient juste de rencontrer la personne, s'il n'y a pas déjà une confiance thérapeutique qui s'est installée. Mais c'est quand même un sujet qu'il faut aborder, il faut savoir l'aborder. La façon dont tu en parles, Gérard, je pense que c'est une des meilleures façons, c'est aborder le sujet,
demander la permission, qu'est-ce que vous en savez, comment vous le vivez, et apporter des solutions, et à la fin, demander à la personne qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on vient de discuter. Une autre question a été posée qui est je voudrais juste revenir aussi sur l'idée des représentations que les soignants ont pour rester sur le même thème. C'est-à-dire que là, ça fait une vingtaine d'années que je suis sur la dicto après avoir travaillé en tant que sage-femme. Et c'est vrai qu'avant, on n'osait pas poser la question du tabac à une femme enceinte, par exemple, parce que ça nous semblait tabou et c'était culpabilisant. On n'osait pas, par la suite, poser la question de l'alcool. Ben, c'est dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire qu'il faut savoir l'intégrer dans un questionnement d'hygiène de vie, en fait. Et ça dépend comment le soignant se sent. Et si le soignant n'est déjà pas à l'aise dans sa personne pour en parler, ça compliquera les choses. Mais si le soignant prend l'habitude d'en parler, il verra que en fait, c'est très bien reçu par le patient en face. C'est maintenant changer un peu notre façon de fonctionner en tant que soignant aussi. Voilà, c'était un petit supplément. Merci. Et voilà, donc il y avait une question similaire, mais plus spécifique sur comment aborder le tabac et le cannabis avec un couple qui peine à concevoir un enfant. Avec un couple qui peine à concevoir un enfant, vous commencez déjà par poser la question sur la consommation, hein, c'est tout au niveau du tabac et du cannabis. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous fumez? Combien de cigarettes par jour? Et est-ce que vous fumez aussi? Vous arrive-t-il aussi consommer du cannabis? Parlez de ça franchement. Et puis après, si les parents sont là dans une consultation préconceptionnelle, hein, parce qu'ils ont du mal à concevoir et qu'ils sont consommateurs de tabac et de cannabis, eh bien, d'abord, commencer par explorer les représentations. Qu'est-ce que vous savez des effets du tabac et du cannabis sur votre santé en général, sur la conception? Puis là, vous écoutez le message qui nous dit, et vous allez entendre tout et n'importe quoi. Oui, on m'a dit que fumer 5 cigarettes par jour, ça ne diminue pas la fertilité, tout ça. Et après, demandez, toujours pareil, demandez la permission. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Est-ce que vous voulez savoir quels sont les messages délivrés par la communauté scientifique et qu'est-ce que disent les études scientifiques? Se baser sur les études scientifiques, donc des trucs objectifs. Et bien, dans les études, on voit que arrêter de fumer, ça apporte le bénéfice du retour à une fertilité normale quelques mois plus tard, toujours en insistant sur les bénéfices. C'est beaucoup plus facile à dire c'est beaucoup plus facile à entendre que de dire si vous fumez, vous diminuez votre fertilité. Et après, proposer une consultation de sevrage. Voilà. Ça, c'est apporter la connaissance en explorant d'abord les représentations et en demandant ce que la personne va en faire après. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on a dit là? Moi, c'est comme ça que je conçois l'abord du sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Cathy et Gérard. Je pense que personnellement, c'est l'utilisation en fait des grands principes de l'entretien motivationnel. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui, je pense, est bien connu en addictologie. Je pense qu'à la Coréade, vous avez sans doute déjà fait des webinaires ou des formations ou les deux sur le sujet. Donc, on voit bien comment Sébastien est rentré dans la discussion sans vouloir être l'expert, en roulant sur les résistances du patient, de la patiente, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à progresser sur ces questions qui sont quand même toujours plus délicates que des questions plus objectives. Cathy? Voilà, donc c'est toutes les techniques qu'on a d'empathie, de questions ouvertes, etc. C'est tout. Oui, tout à fait. Ces modèles-là de communication qu'on peut utiliser et qui fonctionnent. Et surtout pas culpabiliser les gens. Non. On va rester sur le sujet de projet de grossesse. Une autre question a été posée. Faut-il conseiller au père d'arrêter de fumer également?
et comment conseiller le père? Je laisse répondre, mais on a vu que le sevrage tabagique était quand même restaurateur de fertilité, donc c'est tout bénéfice pour. Tout à fait. De toute façon, arrêter de fumer, c'est bon pour tout le monde. Hein. Donc, si le père arrête de fumer, il aura plein de bénéfices sur sa fertilité, mais aussi sur la grossesse de sa femme, même si elle ne fume pas ou qu'elle n'a jamais fumé, et puis sur la santé de son futur enfant. Hein. Donc, savoir que si la mère elle est soumise au tabagisme passif, il y a aussi des effets sur le fœtus, du développement à long terme. Plein, je ne vais pas développer maintenant parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est toujours bénéfique d'arrêter de fumer. Donc, pour lui, et puis, ouais. Et puis si sa femme fume, elle va moins réussir un arrêt si lui, il fume à côté, il va la tenter, et en plus, elle aura le tabagisme passif. Tout à fait, tout à fait. Moi, c'est marrant qu'il y ait eu cette question-là, parce que j'ai eu un couple cette semaine en consultation, et je n'ai pas vu le mari parce qu'il n'était pas là, mais la femme, elle a arrêté de fumer dès l'annonce Non, ils sont en désir d'avoir un enfant, et son mari lui a dit, j'arrêterai de fumer dès que tu seras enceinte. Je lui ai dit, c'est un peu prendre le problème à l'envers, hein, parce que ça fait 2 ans qu'elle essaye, elle fume, elle est en sevrage maintenant, j'ai réussi à la faire arrêter, mais j'ai toujours pas vu son mari, quoi. Et c'est on-off, mais la date butoir qu'il a choisie, c'est le jour où elle aura une grossesse. Donc, est-ce qu'il a vraiment envie qu'elle soit enceinte? Pour les tabacologues, on a cet outil qui est le CO-testeur qu'on a un petit peu mis de côté pendant toute la période Covid. On va peut-être commencer à réutiliser maintenant, mais qui était quand même un outil intéressant pour montrer un peu la profondeur de l'inhalation et montrer aux gens la réalité de l'intoxication tabagique. De même, pour les enfants, nous, on utilisait assez facilement la cotinine urinaire. Quand on a, par exemple, des petits-enfants asthmatiques qui sont soumis à du tabagisme des parents, les parents vous disent toujours oh, moi, je fume à la cuisine, je fume sous la hotte, je fume sur le balcon, etc. Et quand on dose vraiment la cotinine de petit enfant asthmatique, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de tabac qui est passé et c'est très, très motivationnel pour l'arrêt des parents. Ah oui, voilà. Moi j'adore ça, cet outil-là. Moi, je m'en sers. Hein. Et même quand ils ont arrêté de fumer, voir que ça passe à 1 ou 2, ils sont super contents. Et ça va vite. Dès qu'on a arrêté 48 heures, c'est bon, quoi. Oui, oui. Le CO, déjà, les valeurs reviennent à la normale. Une autre question en rapport avec les hommes fumeurs. Voit-on plus de fausses couches chez la femme non fumeuse de gros fumeurs en rapport avec l'altération de la qualité des spermatozoïdes? Alors, il y a des études, oui, qui montrent l'augmentation des risques de fausses couches du fait des formes anormales liées aux spermatozoïdes. Mais il y a les facteurs du tabagisme de la mère et du père. Si les deux fument, c'est plus compliqué déjà d'avoir une grossesse et il y a quand même un risque de fausse couche accru quand les deux fument, suivant certaines études. Et là, la spécificité, c'était la femme non fumeuse et donc du tabagisme passif dû au conjoint fumeur. Oui, du coup, le risque, c'est quand même d'avoir des formes anormales de spermatozoïdes donnant un fœtus non viable, donc une fausse couche. Ensuite, quelques questions sur la contraception féminine. Quelle contraception prescrire chez la femme fumeuse? L'arrêt du tabac. Contraception, mais... La femme fumeuse, revenez quand vous ne serez pas fumeuse. Non, je rigole. Si la femme, elle ne veut pas arrêter de fumer, qu'elle ne peut pas arrêter de fumer, ça sera une contraception sans œstrogène. Donc, si on choisit avec elle une contraception hormonale, ce sera à base de microprogestatifs, donc tout ce qui est optimisette et tout ça, ou microval, ou l'implant. L'implant contraceptif aussi, ça peut marcher chez la femme qui fume.
ou le stérilet au cuivre sans hormones, les méthodes sans hormones. Ça, c'est à privilégier si, voilà. Mais toujours insister sur le statut tabagique et que dire qu'avoir une contraception adéquate pour avoir une meilleure vie, c'est toujours bénéfique, surtout si elle a des problèmes avec les microprogestatifs comme des saignements tout le temps ou ça ne lui va pas comme contraception, c'est l'arrêt du tabac qui est à privilégier. Alors, en tant qu'ophtalmologue, quand on a justement des personnes de PCO qui n'arrivent pas du tout à s'arrêter, nous, on va leur proposer une technique de réduction. Une réduction, sachant que pour réduire les risques, il faut un arrêt complet, on est tous d'accord. Mais pour leur faire rentrer dans un processus de sevrage, on démarre une phase de réduction avec des substituts nicotiniques. Est-ce que vous faites ça aussi parfois? Ah oui. Proposer une réduction sous substitut, montrer l'efficacité du substitut et dans un deuxième temps, est-ce que vous avez quand même des femmes qui arrêtent? Alors, moi, je fais ça tout le temps, pratiquement, parce que quand on fume et qu'on est enceinte, c'est un sevrage d'urgence, donc il faut le faire le plus vite possible. Et on n'a pas le temps de passer par toutes les étapes. Là, on était dans le cas de la prescription d'une contraception. Ah, la prescription d'une contraception. Je suis passé à autre chose déjà. Mais la stratégie de diminution, pour moi, c'est la stratégie de choix, vraiment. Comme ça, la personne se rend compte qu'elle peut s'approprier l'outil qui est la substitution nicotinique et que ça casse complètement une représentation sur laquelle c'est pas dangereux, c'est pas efficace, qu'elle va souffrir du sevrage. Elle se rend compte qu'elle peut y arriver sans souffrance et sans l'inconfort du manque. Surtout si en plus elle comprend que c'est pas la nicotine le problème, que c'est juste la fumée. Là, on est sur les bons rails. Mais oui, moi je fais tout le temps ça. Ouais. Sauf si la personne d'elle-même me dit, tiens, je veux arrêter au nouvel an, tel jour. Là, on choisit une date d'arrêt. Et on dit, bah, tel jour, vous allez faire ça. Mais avant la date d'arrêt, vous pouvez quand même mettre les patchs. On peut faire un pré-patchage. Je ne sais pas ce que tu en penses, Catherine. Oui, c'est bien parce que ça ne met pas la pression aux gens. Souvent, on leur dit, il faut arrêter. Du coup, ils ont une super pression. Et plus ils ont la pression, plus ils sont stressés, plus c'est dur d'arrêter. Du coup, c'est eux qu'on replace au centre de leur arrêt et c'est eux qui gèrent. On les substitue suffisamment pour qu'ils ne souffrent pas. Et petit à petit, ils voient que finalement, ils n'ont pas besoin de fumer pour être bien, pour être à l'aise. Et donc, après, ça leur permet petit à petit de faire une analyse des cigarettes qui restent et progressivement d'arrêter de fumer. Et c'est beaucoup plus confortable et c'est eux qui l'organisent et c'est du coup plus efficace. Elle se l'approprie. Merci. Alors, une autre question. Est-ce que l'hygiène de vie de la femme fumeuse sous contraception peut être également en cause de l'augmentation des risques par rapport à une femme non fumeuse sous contraception? Est-ce que vous avez compris? Alors, les styles de vie qu'on qualifie de malsains ou l'hygiène de vie déplorable, ça augmente les risques de plein de choses. Donc, que la femme soit fumeuse ou son contraceptif ou pas, de toute façon, ça va augmenter aussi. Je ne comprends pas trop Oui, le sens de la question. Voilà. Si l'hygiène de vie d'une femme fumeuse augmente donc les risques également par rapport à une femme non fumeuse et toutes les deux sous contraception. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Il y a une cumulation des risques. Oui, je pense. Une augmentation des risques lors de la prise de contraception et du tabagisme. Moi, je n'ai pas vu d'études là-dessus, mais à mon avis, oui. Ok. Après, il faudrait détailler qu'est-ce que c'est l'hygiène de vie. Si elle mange que des frites et des pizzas, c'est sûr que si elle fume en plus, elle aura des risques cumulés. Il est probable qu'il y ait un cumul de facteurs de risque du fait de l'exposition justement à une alimentation de mauvaise qualité, peut-être l'association à une précarité sociale, etc., qui vont aggraver tout l'ensemble du tableau. Hein. C'est sûr, c'est la double peine ou la triple peine, comme on dit. Hein. Ouais, c'est ça.
En termes de souffle aussi, je vois les jeunes dans les lycées qui arrêtent le sport parce qu'ils sont déjà très essoufflés par le tabac. À 17, 18 ans, ils sont essoufflés et donc ils arrêtent le sport. Donc il est probable qu'une fumeuse de 30, 35 ans soit sédentaire, hein. Ah oui, bah, le tabac augmente la sédentarité de toute façon. Ouais, on est dans un cumul de facteurs de risque, hein. Mm. Sédentarité, on sait aujourd'hui que dans les écoles, la durée d'activité physique a diminué largement par rapport à une génération, hein, trouvé dans toutes les études, hein. Il faut se bouger. Manger, bouger. Voilà. Moins, voilà. Et arrêter de fumer. Un beau message. Y a-t-il des études sur les effets du tabac et du cannabis sur la sexualité auprès des couples de même sexe? L'ensemble des études sont réalisées auprès de couples hétérosexuels. Oui, il y a des études sur les minorités sexuelles. J'avais fait un travail là-dessus. Alors après, dans quel sens ils veulent savoir ce que donnent les études, etc. Enfin, l'effet, c'est que les minorités sexuelles sont plus fumeuses de tabac et de cannabis, sont beaucoup plus consommatrices que les hétéros. Et on retrouve aussi davantage de produits illicites variés chez les minorités sexuelles. Donc il y a tout un contexte de mal-être souvent du fait de la stigmatisation. Euh, et puis aussi, il y a tous ces systèmes de bars qui sont bienveillants pour les populations des minorités sexuelles, où ils prônent, font de la pub pour le tabac, pour la vape, etc. Donc, il y a tout un côté marketing chez ces minorités sexuelles, surtout, bon, pas trop en France parce que, il y a quand même une législation. Mais si on va sur le net ou dans des pays comme les États-Unis, eh bien, il y a tout un marketing qui pousse les minorités sexuelles à fumer. Il faut savoir que l'industrie du tabac soutient les gay pride, a donné des sous pour traiter le sida, pour la recherche contre le sida. Donc, tout ça fait que pour eux, l'industrie du tabac, elle est plutôt une amie qu'une ennemie. Donc, ce sont des populations qui sont Ouais. globalement plus consommatrices. Merci. J'ai deux dernières questions. Donc, est-ce que présenter ces effets, donc les effets négatifs du tabagisme et de la consommation de cannabis auprès des fumeurs augmente leur motivation à arrêter de fumer ou au contraire, est-ce anxiogène et contre-productif? Bon, je commence par dire que la peur n'est pas bonne conseillère, hein. Apparemment, ce n'est pas en faisant peur qu'on a beaucoup de résultats. Par contre, si on a une pathologie comme une dysfonction érectile, ça peut être quand même motivationnel. Ça a été montré dans pas mal de travaux, hein, dont la thèse dirigée par Roger Molimogo, là, montre quand même que quand un jeune a des problèmes sexuels, si on discute avec lui des différents facteurs de risque, et si on voit qu'il y a des facteurs modifiables, comme le tabagisme ou le cannabis, il va travailler dessus et ça va augmenter sa motivation à arrêter de fumer. Voilà ce que je dirais. D'autres idées? Je pense que le fait de donner les bénéfices, c'est aussi très porteur de se projeter dans un avenir sans tabac, avec tous les bénéfices qu'on peut attendre de cet avenir sans tabac. Donc, c'est aussi aborder le côté positif qu'attendrait la personne. Oui, c'est ça. Il faut toujours être positif. Il faut toujours donner de l'espoir. Il faut parler des bénéfices à l'arrêt plutôt que des risques qu'on a à arrêter de fumer. Voilà, Oui, on a vu qu'il y avait une réversibilité Oui. de la fertilité, une réversibilité des troubles
de dysfonction érectile quand c'est pas encore trop installé, le tabagisme, qu'il n'a pas été massif et qu'il a dépassé 100 paquets à nuit, quoi. Voilà. Donc, il y a de la marge. Ça vaut le coup de s'arrêter le plus précocement possible. Voilà. Tout à fait. Et donc, dernière question, vous parlez de comportements sexuels à risque avec usage de substances, notamment chez les jeunes. Peut-on réellement parler d'un lien de causalité de la prise ou excusez-moi, d'un lien de causalité où la prise de risque n'est-elle pas juste liée à un état d'esprit hors substance? Et de toute façon, l'âge de l'adolescence, il y a plein de remaniements qui sont liés à cet âge-là. Et c'est des remaniements psychologiques qui sont liés à plusieurs facteurs, les facteurs environnementaux, les facteurs interpersonnels et aussi l'éducation. Donc, c'est tout un ensemble de risques et c'est l'âge de l'expérimentation. Donc, on expérimente un peu tout et n'importe quoi. Donc, c'est lié à l'âge aussi, mais les substances utilisées, c'est des facteurs surrajoutés par rapport aux autres comportements. C'est là aussi qu'on peut, oui, on peut développer toute la prévention qui doit être faite avec les fameuses compétences psychosociales des jeunes qui doivent être renforcées. Oui. Les programmes qu'on connaît maintenant, qui sont efficaces comme Unplugged, etc., où on développe à l'âge scolaire, là on est plutôt dans la scolarité, des compétences pour permettre à l'adolescence de savoir dire non à l'entrée dans les différents produits. Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire? Il n'y a plus de questions, vous avez répondu à toutes les questions. Déjà, je souhaite vous remercier pour vos interventions qui ont été très riches en informations et je pense que les participants également ont beaucoup appris. Je souhaite donc dire aux participants que le prochain rendez-vous de la Coréade sera sur l'anorexie et la boulimie à l'adolescence. Donc, ce webinaire sera le jeudi 1er juin de 14h à 16h. Et je souhaite remercier à nouveau les intervenants pour leur présentation. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup. Merci.